son visage, sa stature, ses yeux pâles, ses tempes grises, me rappelaient quelqu'un tout à coup, avec violence. Mais aussitôt, cette impression de déjà-vu disparaissait. Voici donc maintenant la scène du... Objet. D'arriver, Image. justement élaboré Imaginer. sur le matériel qui a été tourné. Imagination. Dans toute cette transformation, Fantasme. s'opérer Fantôme. tournage, Maison hantée. de liberté en quelque sorte. Miroir. Ça, Miroir tournant. pas du tout le mot improvisé, mais j'aime beaucoup le mot Miroir parallèle. Alors c'est celui de mes films qui laisse Miroir déformant. l'invention. Cinéma. Réalité. Ma vie. L'idée était de me servir comme générateur pour un récit d'une forme aussi hostile que possible à l'idée de récit. Et la plus hostile de toutes les formes à la continuité, causalité du récit, c'est évidemment la série. C'est-à-dire que ce qui caractérise la succession des événements dans un récit normal, chronologique, causal, c'est l'enchaînement des événements les uns aux autres par une sorte de hiérarchie. Ceci commande cela, etc. Tandis qu'au contraire, la sérialité, et c'est vrai aussi en musique, puisque les séries schoenbergiennes sont la suppression même de l'idée de tonalité, puisqu'il n'y a plus de dominante, il n'y a plus de tonique, etc. La sérialité, dans le récit comme en musique, ça va être au contraire le traitement d'un certain nombre de thèmes exactement à égalité. Bon, au départ, j'avais imaginé que, je crois, 7 événements se reproduiraient au sein de 5 séries. Je crois parce que ça a varié au fur et à mesure du travail. Mais oui, vous avez là les tableaux. Vous avez les tableaux dans la... Alors le tableau avant le tournage, effectivement, oui, c'est ça. Vous avez 5 séries et vous avez 7 thèmes. 5 séries et 7 thèmes, ça veut dire que les événements se succédaient dans le film par série, comme les 12 notes de la gamme se succèdent par série dans la musique dodécaphonique de la grande époque schoenbergienne. Les thèmes se retrouvaient donc de série en série, mais à des places différentes dans la série. Le film était en somme 5 x 7, 35 cases. 35 cases qui, de 7 cases en 7 cases, reproduisaient les mêmes événements, mais dans des ordres différents. J'avais écrit seulement la première série. C'est-à-dire, je crois que c'était les jeux au café. Dont on voit un exemple à la musique funèbre, par exemple. C'est-à-dire, la première série, c'est des étudiants dans un grand café jouent à des jeux bizarres qui sont des sortes de psychodrames ou de scènes à la fois assez préparées et assez théâtralisées et en même temps plein d'imprévus. Et ces jeux, donc, constituaient la première série. Il y avait 7 jeux qui constituaient la première série. Les séries suivantes, alors, continuant donc le film, étant d'autres jeux à l'Éden après l'arrivée de l'étranger, puis le départ pour Djerba, etc., etc. Bon. Comme je n'avais pas écrit plus que ça, il fallait effectivement que le travail, à ce moment-là, soit considérable au tournage. Et par conséquent, il me fallait beaucoup de temps. J'ai donc engagé un certain nombre de jeunes gens, des débutants pour une grande part, et il était entendu que leur rôle même n'était pas défini. Ils auraient simplement à meubler les séries pendant le travail du tournage. 6 coups, une seule balle, une chance sur 6 d'être tué.
le 5. 4 coups en l'air, le 5e au but. Il reste une chance sur 5. Une chance sur 4. Une chance sur 3. Une chance sur 2 de mourir. Alors tire. Bien entendu, ce jeu est idiot. Pas plus idiot que n'importe quoi. Il est mort. Et il se trouve que dans l'Éden, celle des actrices qui avait été engagée au tout dernier moment, la veille du tournage, pour remplacer une autre qui était défaillante, a été, justement, dès le début, dès les premières scènes, elle s'est passionnée pour ce film. Avec de vraies balles, ce serait mieux. Ça a été pour moi extrêmement important, car il est évident que le film ne serait pas du tout ce qu'il est s'il n'y avait pas eu cette personnalité de Catherine Jourdan, qui, bien que débutante, avait une personnalité d'actrice énorme, et le film a été constamment passionné. Des histoires de rivalité, de coucherie, de choses comme ça, bien entendu, ont pris immédiatement, dans ce film ouvert, une importance énorme. Ils ont été réinvestis après par votre et ont été travail réinvestis, d'écriture. bien entendu, bien entendu. Toute la scène, Marie-Ève est jalouse, elle fait semblant de faire semblant d'être jalouse. Personne n'est dupe, etc. C'est l'histoire du film. Et tout ça, alors, a fait que le système générateur de base, cette nécessité de base, a laissé entrer des événements de hasard qui ont nourri, même de façon rétroactive, le système générateur. Alors, qui est devenu... Alors, là, on a le travail, justement, c'est un brouillon que j'ai retrouvé hier, du moment où le système générateur commence à éclater sous la force du travail et se met à proliférer. Les générateurs engendrent. Eh bien, ils ont engendré d'autres générateurs, et le film est devenu à la fois plus riche, plus ambigu, plus intéressant pour moi. Et il y a à l'arrivée, non plus 5 séries, mais 10 séries, et non plus 7 thèmes, mais 12 thèmes. Je suis retombé sur les 12 notes de la gamme de Bach, n'est-ce pas, qui avaient servi à Aschenberg. Ça passe ensuite au montage une nouvelle structuration. Alors ça, c'est la structure d'arrivée qui est justement élaborée au montage sur le matériel qui a été tourné. Car dans toute cette transformation, n'est-ce pas, tout ça s'opérait au tournage dans la plus grande liberté, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça s'inventait. J'aime pas du tout le mot improviser, mais j'aime beaucoup le mot invention. Alors, c'est celui de mes films qui laisse la plus grande part à l'invention. Et il y a des éléments qui sont dans le film, qui apparaissent maintenant comme appartenant à la nécessité la plus absolue, et qui sont en réalité purement dus au hasard. Une des choses qui avait été prévue, par exemple, c'était de repérer à Djerba des éléments qui existaient dans les décors de Bratislava. Bon, à Bratislava, il y avait en grande partie un décor artificiel fait en studio, avec des Mondrians qui se déplaçaient sur des panneaux. Mais il y avait aussi des choses qui avaient été tournées sur les bords du Danube, et en particulier il y avait un endroit important où le même Pierre Zimmer devait mourir de la même façon à Djerba et à Bratislava, et c'était un escalier sur une rampe de pierre sur le Danube. Alors ça on l'avait au départ, hein. Ça on l'avait. Alors il y avait donc au départ ce tableau de série, le matériel acteur qui allait servir à alimenter tout ça, et puis un certain nombre de repères, comme ça, qui étaient des repères de décor, dont en particulier la fameuse maison, qui est à la fois un tableau abstrait et une vraie maison, et qu'on va retrouver à Bratislava
qu'on va retrouver à Djerba à la fin du film, alors qu'elle était une carte postale au début dans la chambre de Violette à Bratislava. Le passage entre une partie et l'autre, d'ailleurs, est assumé par une sorte de travelling sur une salle de cinéma qui se termine sur vous en train de regarder le film. Et on passe à ce moment-là de l'autre côté du miroir. Mais alors, ce qui me frappe, moi, quand je vois le film, c'est que cette structuration de miroir, finalement, parce que tout le film est une sorte de vaste miroir, je l'aperçois très très bien. C'est-à-dire que chaque personnage a son rôle dans le café, son rôle en Tunisie, chaque lieu a son répondant, etc. Et je trouve que c'est un peu au détriment de la structuration des séries de thèmes. Ah oui, c'est-à-dire que les séries ont été complètement... elles ont foisonné, d'une part, ouais, comme il est visible sur ces différents tableaux, et d'autre part, évidemment, elles se sont trouvées perturbées par le travail, puisque même, je vois là qu'il y a une case déplacée. Il y a une chose assez curieuse, là, il y a une case déplacée. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une des séries où il manque une des cases qui est en trop dans le thème numéro 10, qui est la mort, va se trouver 2 fois dans la 3e série, alors que... Ah oui, parce que là, il n'y a que les grandes séries, là. Ah oui, il n'y a que 5 séries. En réalité, il y en a 10 parce qu'il y a 5 grandes séries et 5 petites séries. Mais est-ce que vous retrouvez, par exemple, ces séries en voyant le film? Non. 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 Alors ça justement, c'est une des choses qu'il faut préciser. Je viens de parler, là, du travail. C'est-à-dire d'un échafaudage, quoi. Souvent, quand je vois un immeuble achevé, je regrette la période où il y avait encore les échafaudages devant. C'est-à-dire ces espèces de structures horizontales et verticales qui ont permis, en somme, de monter à l'intérieur les pierres, le fer, le verre, etc. Et peut-être que pour l'Éden aussi, je regrette quelquefois qu'on ne voit plus du tout l'échafaudage. Bon, en un sens, c'est peut-être très bien, c'est-à-dire que ce film ouvert, ben, il a éclaté. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on sent bien qu'il y a des séries où... Moi, je me rappelle, quand j'ai vu le film la première fois, je connaissais à peu près ce fonctionnement. Avec Château, on a travaillé dessus, bon, on a écrit dessus, et on a retrouvé un fonctionnement de série qui n'est pas du tout le même que le vôtre, finalement. Parce que j'ai vu vos grilles bien après, avec tout ce travail, et on s'est aperçu que c'était pas du tout le même, et on avait des très bonnes séries aussi. Oui, mais ça ne m'étonne pas du tout, et ça ne me dérange pas. Quand vous écoutez la musique schoenbergienne, vous n'identifiez pas les séries. Et, a fortiori, dans les œuvres dodécaphoniques de Berg, vous ne pouvez absolument pas identifier les séries, même dans les œuvres les plus sérielles de Berg. Parce que, justement, cette sérialité est un échafaudage. Et que le génie de Berg fait que l'œuvre s'entend comme œuvre. Alors, bien entendu, c'est très intéressant de savoir qu'elle est sérielle, et c'est très intéressant pour un musicien comme Fano de retrouver vraiment. Mais Fano lui-même dit que sans la partition et sans l'étude, en écoutant l'œuvre, il se perd dans la reconstitution des séries. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles elles ne sont plus perceptibles à l'arrivée, une des raisons, il y en a peut-être d'autres, c'est que leur durée, la durée relative des différents éléments de chaque série est trop variable. Il y a dans la même série un élément qui dure 2 secondes et un autre qui va durer 2 minutes. Alors il est très difficile pour un spectateur, d'autant plus que sur l'image, dans la scène, dans la séquence, il se passe des tas de choses, n'est-ce pas? Il est très difficile de voir quel a été pour l'auteur l'élément de base qui a... Parce que ça supposerait en fait d'entrer tout à fait dans votre imaginaire, parce que ce qui est peu homogène dans la série, à mon avis, c'est que dans certaines séries, on a par exemple
je ne sais pas, le labyrinthe. Bon, alors on identifie bien que les personnages sont perdus, qu'ils courent. Le labyrinthe, on le voit bien. Mais vous avez aussi objet coupant. Oui. Objet coupant, ça peut être parfois un couteau, Oui. mais ce sera peut-être un scorpion Oui. ou C'est un viol. piquant. Lâche-moi, je t'en supplie. Tu me fais mal. Non, non, attends. Je vais t'expliquer. Oh, 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 oh. Finalement, il faudrait connaître parfaitement votre attachement au thème dans toute votre œuvre pour comprendre comment fonctionne cette série. C'est-à-dire que quand vous représentez l'objet coupant par tel ou tel thème visuel, Oui. sans doute quelqu'un qui aurait une bonne connaissance de vos livres les sentirait tout de suite en les voyant à l'image. Oui, parce qu'il y a aussi alors des chaînes de signifiants, des chaînes métaphoriques qui se retrouvent. Par exemple, vous avez cité le scorpion de l'Éden, qui est très probablement l'araignée de Projet pour une révolution à New York, la scutigère de la jalousie. Enfin, il y a un certain nombre d'animaux venimeux qui comme ça se retrouvent. Oui, alors ça, évidemment, c'est ma fantasmatique personnelle, mathématique personnelle, etc. Mais un point sur lequel je voudrais insister, j'ai dit à plusieurs reprises, j'ai opposé hasard et nécessité en montrant, enfin, en reprenant les deux célèbres thèmes de Monod. Je voudrais peut-être employer alors deux autres mots qui seraient plutôt contrainte et liberté. Bon, ça revient un peu au même, mais si vous voulez, du point de vue de mon travail, ce sera plus parlant. Je connais peu de gens, peu d'écrivains ou peu de cinéastes qui aient, autant que moi, à la fois prêché pour la plus grande liberté de la forme et prêché pour la plus grande contrainte formelle. Alors, c'est une contradiction. Mais je prétends que cette contradiction est justement créatrice. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. C'est-à-dire que l'œuvre a toujours été ça. Je sais pas, moi, prenez les tragédies de Racine. Quoi de plus contraignant que l'alexandrin classique? Et en même temps, n'est-ce pas? Vous voyez, là. D'ailleurs, ce que disait Mallarmé quand il disait « je prends le sonnet précisément parce que c'est la contrainte maximum et je peux exercer ma liberté dans cette contrainte ». Oui. Oui, l'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle vers marbre, onyx, émail. C'est-à-dire que ma liberté est excitée par la contrainte la plus grande. Ce qui fait vivre l'Éden, c'est pas du tout qu'on repère la sérialité, mais c'est qu'il y a une lutte entre cette sérialité et la personnalité exubérante de Catherine Jourdan qui éclate sur l'écran. Et d'ailleurs, alors, c'est très curieux pour l'Éden, beaucoup de gens ont opposé la partie tournée à Bratislava et la partie tournée à Djerba. Et effectivement, on peut les opposer, ils sont opposés même dans le film. En gros, c'est la même histoire qui se passe dans les deux endroits, dans le café Eden à Bratislava et sur la plage à Djerba. En gros, c'est la même histoire qui se reproduit une deuxième fois. Bon. Et elle se reproduit dans un autre type de récit. La contrainte est très forte à Bratislava, c'est-à-dire que la sérialité est plus visible quand même dans les séries qui se déroulent au café, n'est-ce pas? Tandis que tout d'un coup, ça devient, sur cette plage tunisienne, quelque chose comme Angélique et le Sultan. C'est-à-dire des enlèvements, des viols, des prisons, etc. Dans une espèce comment dire, de dépassement où effectivement le formalisme n'est plus du tout visible. Alors pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a les deux justement, si vous voulez. C'est-à-dire que l'Éden n'est pas celui de mes films que je préfère pour des tas de raisons. Mais il y a une des choses quand même que je trouve très réussie dans le film, c'est la façon dont cette rigueur est détruite
peu à peu par l'expérience créatrice. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup dans le générique sur cette rigueur, c'est que le générique donne une suite de thèmes dont on se dit, quand on a vu un peu de Rob Grillet, que ça va jouer quand même d'une façon contraignante pour le récit. Et à la fin du générique, le dernier mot, c'est simplement « ma vie ». Ah oui, c'est vrai. Et comme si tout d'un coup tout se détruisait, on s'est donné un système formel très compliqué, puis au fond, je n'ai jamais parlé d'autre chose que de moi. Oui, c'est vrai, oui, oui. Alors, à propos de ça, moi je me rappelle très bien quand je vous ai rencontré la première fois, vous étiez en train de travailler sur l'Éden. Et après le tournage ou avant? Je crois que c'était avant le tournage, juste avant. Oui. Je vous ai rencontré juste avant le tournage, vous alliez partir à Djerba, je crois, je sais pas. Et c'était donc peu après 68. Et vous saviez que j'étais étudiant, vous avez commencé à me parler de 68, je crois pas que j'en avais parlé, et vous m'avez tenu un discours qui n'est pas éloigné de celui de l'étranger dans le film. C'est-à-dire, vous m'avez dit, vous contestez un certain nombre de valeurs, vous avez contesté un certain nombre de valeurs en 68, mais moi, ça fait 10 ans que je fais ça, ou 20 ans que je fais ça. Alors après, quand j'ai revu le film, je me suis dit, mais finalement, l'étranger, c'est Rob Grillet. Ah, grand Dieu. Non, c'est-à-dire que dans l'Éden, l'étranger joue un personnage de Superman, le symbole du phallus, n'est-ce pas, tout à fait ridicule, quoi, il faut bien dire. Alors, mettez, si vous voulez, que ce soit une partie de moi, mais je m'identifie beaucoup plus à Catherine Jourdan dans le film. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression... Ce qui me frappe quand je vois l'Éden, c'est que c'est le seul film que vous ayez fait qui parle aussi directement de la réalité historique qu'on a vécue. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous parlez d'étudiants, bon, qui ne ressemblent pas vraiment aux étudiants, mais d'étudiants d'une faculté où il y a des cours, où les jeux sont des jeux qui font référence à des faits divers, à des choses dont on parle dans les journaux à la même époque, à la drogue dont on parle beaucoup, etc. Et il y a un ancrage à la réalité avec laquelle vous jouez, beaucoup plus fort que dans n'importe quel des autres films. Mais ce n'est pas une raison pour que je sois identifié à ce personnage-là. Non, c'est-à-dire que le discours que vous m'avez tenu était un petit peu celui que l'étranger tient dans l'Éden, c'est à savoir, vous contestez, mais vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment. Il n'y a pas d'organisation. Vos mouvements restaient figés. On aurait dit que vous étiez gêné par des vêtements trop neufs, par la crainte de vous salir, ou au contraire de laisser des traces. Cassez-le. Vous jonglez avec les idées, mais vous évitez de vous compromettre avec la matière vivante, comme si vous n'étiez pas encore venu au monde. Vous souriez, vous êtes à l'abri. Dehors, il y a la pluie, la neige, et le grand soleil, et la nuit. De toute façon, ce problème de l'identification d'un auteur à ses personnages est un problème intéressant, contrairement à ce que les gens disent. C'est pour ça que je le dis. Non, parce que vous savez, il y a eu la grande époque ricardolienne où vraiment vous ne pouvait pas du tout dire des choses comme ça. On a beaucoup parlé de la phrase de Flaubert, donc Madame Bovary, c'est moi. Et je pense que Flaubert, non seulement est Madame Bovary, mais qu'il est Charles Bovary et que même il est Monsieur Homais. C'est-à-dire que qui est Madame Bovary, c'est la part chez Flaubert qui ne supporte pas le réel. C'est-à-dire qui veut faire éclater tout ça, n'est-ce pas? Parce que vraiment, le réel est ce qui est insupportable, quoi. Et il y a quand on regarde avec soin les rapports de Flaubert avec la science, on s'aperçoit qu'il y a cette contradiction entre celui qui n'arrête pas de ricaner de la science et qui écrira Bouvard et Pécuchet pour cette raison, enfin, une des raisons, et en même temps, il est Monsieur Homais. Il est passionné par la science, il croit à la science, il croit au progrès, il croit à tout ça. Il est tout ça. Si l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous veut tenter l'expérience, j'ai justement sur moi un peu de la poudre de peur. Si je pense à l'Éden et après, le premier personnage auquel je m'identifie, c'est Catherine Jourdan, évidemment.
Bon, j'ai dit tout à l'heure assez brièvement, et je peux revenir un peu là-dessus, que c'est en somme un roman initiatique du Moyen-Âge, qui est devenu donc un film initiatique moderne. Qu'est-ce que c'est qu'un récit initiatique? Un personnage jeune, non encore formé, traverse une série d'épreuves. Et la succession de ces épreuves, s'il en triomphe, va lui permettre d'accéder au monde des adultes, être armé chevalier, avoir en somme découvert, accepté son identité d'homme. Bon. Alors, d'autre part, dans l'histoire du roman français, les personnages qui subissent les épreuves, très rapidement, ne sont plus des garçons, mais sont des filles. Et la Justine de Sade est aussi, en quelque sorte, le même personnage de roman initiatique qui doit accéder peu à peu à sa réalité, etc. Bon. Là, c'est Catherine Jourdan qui, effectivement, n'existe pas au début et qui va prendre de l'existence, qui va acquérir sa réalité à la suite d'une série d'épreuves qu'elle subit un peu, quelquefois comme la Justine de Sade, c'est-à-dire comme une malédiction imposée de l'extérieur, mais très rapidement en tant que narratrice de sa propre histoire. Et c'est très, très important, ça, chez Sade, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que c'est Justine qui raconte l'histoire. C'est elle qui est la narratrice. Elle est pas... Par conséquent, elle détient la parole, bien qu'elle ne détienne pas le phallus. C'est quand même elle qui a la parole, et j'imagine très bien que Sade pourrait dire « Mademoiselle Justine, c'est moi ». Car effectivement, il y a peu de personnages de Sade auxquels il ne se soit pas autant identifié que Justine. Bien entendu, on peut m'identifier à l'étranger aussi, comme Sade peut s'identifier aussi à Monsieur de Noirceuil ou à tous ces... à Rollin et à tous ces gens qui martyrisent Justine. Il est les deux à la fois. Et, en fin de compte, il est le film. C'est-à-dire, l'auteur du film s'est identifié à tous ces personnages, même les plus ridicules, comme l'étranger, comme Flaubert avec Charles, mais il s'est identifié aussi au reste, au décor, oui. À l'anecdote, à la structure de l'anecdote, etc. Mais Duchemin, c'est d'abord le metteur en scène, c'est ensuite le sculpteur de forme, et c'est l'époque aussi où vous disiez beaucoup cette phrase que vous avez abandonnée d'ailleurs depuis, qui est « un art doit dévoiler ses formes ». Ah bon? Vous disiez beaucoup ça, à l'époque, pratiquement toutes les interviews. Là, maintenant, vous ne le dites plus. Ah oui, mais je peux le dire. Un art dire. Doit dévoiler ses formes. Oui, c'est vrai. Oui. C'est important. Vous croyez que c'est important? Ouais. Mais, alors, le personnage, évidemment, je dis maintenant qu'il est grotesque, mais je l'ai quand même appelé Duchemin. Ouais. Ce qui est assez bizarre, car ce nom aussi appartient à toute une série métaphorique dans l'ensemble de mes petits travaux. Parce que, effectivement, c'est Duchamp, c'est le préfet, le préfet qui apparaîtra dans tous mes derniers romans. Et ce Duchamp-là, c'est Marcel Duchamp aussi, probablement, c'est-à-dire le peintre qui est tout, l'inventeur de toute la peinture. Et le Hollandais volant aussi. Et alors, c'est Duchman qui est le Hollandais volant, c'est-à-dire la liberté errante qui cherche quelque chose pour se fixer et qui ne trouve pas. Et alors là, c'est aussi, évidemment, l'histoire du Hollandais volant, c'est-à-dire cet étranger qui croit que cette jeune fille, Santa, dans le vaisseau fantôme, va réussir à le garder, et puis non, et il recommence son errance. Alors, en somme, Duchemin serait le double grotesque de Boris Varissa. Votre double idéologique, comme vous dites. Et mon double idéologique.
Alors ça, c'est une des épreuves, bien sûr. Ça se trouve être, alors dans le système sériel, un cas un peu particulier. C'est un des éléments d'une des séries qui est une nouvelle série à lui tout seul. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il y avait 5 grandes séries et 5 petites séries. C'est-à-dire il y a des séries dont l'étendue est plus brève que d'autres. Et la première des séries brèves, c'est la première série du film maintenant. Ce n'est pas les jeux au café, c'est ce qui commence le film, c'est-à-dire le générique. Le générique, c'est déjà tout le système sériel du film, avec l'annonce même des thèmes par une voix. Et là, c'est à l'intérieur de la deuxième grande série, qui sont les jeux au café après l'arrivée de l'étranger. Et ça, celui-là s'appelle la poudre de peur, je crois. C'est-à-dire que l'étranger a fait absorber une espèce de drogue hallucinogène à la jeune fille, et elle a peur. Et dont elle se purifiera avec de l'eau. Dont elle se purifiera avec de l'eau, bien sûr. Ça aussi, un des thèmes du Moyen-Âge important. Et cette peur va déclencher en elle des images fantasmatiques, d'ailleurs empruntées au film, soit au passé, soit au futur du film. C'est le codex aussi, n'est-ce pas? Ouais. C'est le codex de l'homme qui ment qui se trouve là. Et ces éléments fantasmatiques vont reproduire les 12 thèmes de la série de base. Mais ce qui me frappe dans cette série-ci, c'est aussi un autre thème qui n'est pas dans votre découpage au départ, c'est le thème du rouge. C'est-à-dire que c'était votre premier film en couleur, et la couleur elle-même joue comme génératrice du film. Ah oui, alors ça, j'avais signalé à propos de L'homme qui ment que je m'étais refusé à le tourner en couleur. Et que pour cette raison, on avait diminué le budget du film, diminué mon salaire, etc. Le film était devenu plus misérable, si vous voulez. Mais on m'a laissé le faire en noir et blanc. Et puis après, je me suis dit, ben, je ne ferai plus de film, puisqu'ils ne veulent plus du noir et blanc. Je pensais avoir une imagination en noir et blanc. Jusqu'au moment où j'ai fait par hasard un voyage dans le sud de la Tunisie. Faisant ce voyage, je m'aperçois que le ciel est bleu, le sable est blanc, la terre est rouge. Il n'y a pas de vert du tout. Et je me dis, tiens, je vais tourner un film en couleur, mais je vais le tourner dans le sud de la Tunisie à la fin de l'été. Bon, il n'y a plus de vert. Et le bleu et blanc des maisons tunisiennes, le bleu du ciel, l'ocre rouge de la terre, etc. Et quand même une grande dominante de bleu et blanc. Le sable est blanc, la mer est bleue, le ciel est bleu, et tous les villages ont été repeints en bleu et blanc par le régime néo-destourien. C'est une des gloires de la Tunisie à l'heure actuelle. Toute la Tunisie est repeinte, et la Tunisie du Sud en particulier, repeinte en bleu et blanc, périodiquement. Le rouge du sang est venu immédiatement comme une nécessité pour troubler. Bleu et blanc, n'est-ce pas? C'est Jeanne d'Arc, c'est la pureté, etc. Alors le rouge du sang. Et le fait que ces préoccupations aient été les préoccupations de peintres, Mondrian, Klee, a fait que la peinture est devenue un des générateurs du film. On a dit souvent que mes films étaient des films de romanciers. Moi, je crois qu'il faudrait beaucoup plus dire que ce sont des films de peintres, et en particulier depuis que mes films sont en couleur, c'est-à-dire l'Éden, Glissement, Le jeu avec le feu. L'Éden, en particulier, a une construction qui est très largement faite sur l'idée de la peinture, c'est-à-dire de la composition picturale qui organise des masses, des volumes et des couleurs, plus ou moins inspiré d'une réalité extérieure à l'art. Le tableau. Le tableau qui se trouve dans l'Éden, un objet a été volé et c'est la quête de cet objet qui va matérialiser la quête du Graal.
Est-ce que je peux intervenir pour une fois? Quand l'héroïne de l'Éden, enfin, entre guillemets, a accompli son initiation, c'est-à-dire que par les 4 éléments et les 4 couleurs, dans ce dernier passage, elle est parvenue à elle-même, à son double, à son identité, à travers le feu, l'air, l'eau et la terre et la caverne. Bon, le rouge, le bleu, le blanc et le noir. Quand elle est parvenue là, on croit que la résolution de l'accord va survenir. Bien. Qu'est-ce qui survient? Il survient que la reine de la nuit, au lieu d'être maîtrisée et épousée par Zarastro, est détruit Zarastro. C'est-à-dire que par un fondu enchaîné du bleu de la mer, de l'unité originelle indifférenciée, on revient au bleu de la chambre de l'Éden. Bon. Alors, ça veut dire que la résolution n'est pas possible historiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire, ça veut dire qu'il n'y a pas de dialectique, mais ça veut dire aussi que ce que dit au milieu du film l'héroïne, qui est « je ne savais pas ce que je cherchais, mais je l'ai trouvé », est aussi quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que c'est toujours déjà là, dans le fragment, par le biais de quelque chose, et pas dans l'histoire elle-même et son déroulement, que se trouve la réalité. Une dialectique sans historicité. Voilà. Seule dans ma chambre. Il ne s'est rien passé encore. Ce tableau qui est accroché au mur de la chambre de Violette et qu'on lui vole, elle part à sa recherche et quand elle arrive en Tunisie, elle voit à l'aventure d'un marchand de cartes postales une carte postale qui représente un ensemble de maisons. Et aussitôt, attirée, elle la prend, elle la retourne, et c'est le tableau. C'est-à-dire que quelque chose en plus était fascinant pour moi dans cette architecture de Djerba, c'est ce qu'on peut appeler l'abstraction des formes. Censément, le monde est concret, et l'art, lui, est abstrait. Mais en réalité, il y a toujours un type de construction et surtout un type d'éclairage qui va rendre les choses abstraites. En dehors de l'absence de verre, quelque chose était remarquable dans ce paysage du sud tunisien, c'était l'écrasement des volumes par une lumière trop forte. Une lumière qui est telle qu'elle a l'air de venir de tous les côtés à la fois, et bien que cet ensemble de maisons comporte des cubes divers à diverses profondeurs, des coupoles, etc., c'est complètement écrasé par la lumière et ça a effectivement l'air de surface peinte à plat. Mais ça a donné donc dans certains passages, des passages qui sont presque entièrement structurés en rouge, comme celui qu'on vient de voir, c'est-à-dire le bandeau rouge, d'autres qui sont structurés tout à fait en bleu, avec la peinture bleue qui intervient. Et puis alors ça a donné aussi alors la profession de Duchman, Duchamp, il est peintre. Il est peintre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fabrique quelque chose comme des tableaux vivants ou des compositions où il mélange des corps nus et des objets au rebut de la civilisation industrielle, des voitures accidentées, des encadrements de portes, etc. Et alors là, il y a un certain nombre d'allusions très précises parmi les œuvres de Duchman qui sont montrées dans le film à des peintres précis. Alors, il y a une des peintures qui est visiblement un Delvaux. Il y a le nu descendant l'escalier. Un des nus descendant l'escalier de Marcel Duchamp, justement. Et puis il y a des compositions qui appartiennent plutôt alors au pop art américain des années 50-60. Avec les portes, par exemple. Non, les portes seraient plutôt un Delvaux pour moi. Mais enfin, peut-être ça pourrait être déjà. Aussi, mais surtout la fille qui se tire une balle de revolver dans la bouche au milieu de voitures accidentées, qui serait un Rosenquist ou quelque chose comme ça. Enfin, la peinture donc a joué un très grand rôle. La peinture, la sculpture, les arts plastiques.
Michel Fano, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la sérialité dans un film comme L'Éden et après. J'aimerais savoir si votre intervention sonore, elle aussi, a été inspirée de la musique sérielle, comme l'était la composition de l'image et des thèmes. Non, pas du tout. C'est le paradoxe de la rencontre de la nécessité rombrietienne et du hasard falesque, dans le sens que c'est une partition beaucoup plus libre, certainement, que celle que j'ai pu faire avec Alain en particulier. Mais ce problème de la sérialité que vous évoquez, et qui d'ailleurs s'est vérifié dans ce film, puisque ce film a une deuxième version qui s'appelle Elle a pris les dés et qui reprend le matériel du film premier pour en faire un autre. C'est une démarche extrêmement intéressante qui est la démarche, par exemple, d'un musicien comme Boulez dans la troisième sonate pour piano, où plusieurs itinéraires sont possibles à partir d'un certain donné de matériel et que donc il est possible qu'il y ait 500 ou 1000 différentes troisième sonates pour piano. Cela nous a donné l'idée d'un projet qui n'a jamais vu le jour jusqu'ici, qui s'appelle Le Piège à fourrure, et dans lequel moi j'aurais souhaité même poursuivre l'expérience jusqu'à avoir un certain nombre de bobines, n'est-ce pas, un film fait environ 9 bobines ou 10 bobines, et on aurait pu concevoir différents parcours, c'est-à-dire différentes manières d'assembler ces bobines, ce qui aurait provoqué 9, 10, 15, c'est pas, films différents. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine de tout à fait intéressant et qui rejoindrait alors à la fois l'esprit sériel et l'œuvre semi-aléatoire, l'œuvre ouverte dont a parlé Eco si remarquablement, dans une même conception. Il a tout à fait raison de faire remarquer que dans cette construction très rigoureuse de Piège à fourrure qui avait été prémédité au départ, Fano tout de suite a dit mais ce qui serait merveilleux alors, étant donné la structure que vous proposez, c'est qu'il y ait une projection aléatoire du film, c'est-à-dire que l'ordre des bobines serait différent à chaque fois. Alors, pourquoi est-ce que je suis très réticent, comme il le fait remarquer, et pourquoi je le suis probablement de plus en plus? Parce que, justement, je tiens à contrôler le hasard. Dans cette lutte entre le hasard et la nécessité, je ne serai jamais, en fin de compte, du côté de l'aléatoire. Parce que, justement, ce serait laisser complètement un des pôles prendre le dessus. Une combinaison aléatoire de différents éléments, par exemple l'ordre des bobines, ne serait intéressante pour moi que si j'avais pu contrôler l'ensemble des combinaisons possibles auparavant. Et alors là, ce serait passionnant. Mais autrement, non. Oui, ce qui explique que vous êtes dans une case du point de vue de la production cinématographique qui est peu occupée finalement, oui, qui est entre le cinéma commercial, oui, et le cinéma expérimental. Oui. Et le fait aussi donc que vous empruntiez des formes au cinéma expérimental, mais en gardant le contenu sémantique le plus important du cinéma commercial, qui est la narration classique. Quoi. Oui, ben, on a pu dire ça de mes romans aussi. Oui, des romanciers plus jeunes que moi ont reproché à la jalousie ou même à Topologie de reproduire des grands morceaux du discours romanesque traditionnel, bien entendu. Volontairement. Et dans l'Éden, je crois qu'il est particulièrement frappant que c'est contre ces morceaux de tradition que vous jouez. En tout cas. Moi, je joue contre, mais néanmoins, dans le film, ils prennent le dessus à la fin du film. Oui, c'est ça. On a l'impression que la fin du film devient pratiquement un film plus commercial. C'est ça, oui. Ouais. Et comment ça se fait par rapport à l'organisation sérielle? Pourquoi? Ah, bah parce que, justement, ce qui est très important pour moi dans la coexistence d'une forme et d'un contenu, c'est qu'ils ne doivent pas du tout être en accord, contrairement à ce que prétend le classicisme, mais ils doivent être en lutte. Et que, par conséquent, si il y a au départ d'un film un système très rigoureux du point de vue formel, tout le travail du film va tenter
va tendre à faire exploser cette forme pour, au contraire, déboucher sur le contraire même de cette rigueur. C'est d'ailleurs assez amusant de constater que plus le projet d'un de mes films a été formalisé de façon rigoureuse, plus le résultat final a été antiformel. Et parce que, au contraire, quand j'ai un projet de film en tête ou un projet de livre, il y a des éléments formels et des éléments anecdotiques. Bon, ils sont intimement mêlés et très difficiles à distinguer les uns des autres. Mais néanmoins, quand je dis à propos de l'Éden, série et initiation, l'un est un aspect formel et l'autre est un aspect anecdotique. À l'époque où vous finissiez l'Éden, vous deviez écrire sans doute, ou à peu près à quelques années près, à quelques mois près, Projet pour une révolution à New York. Oui. Et on trouve, alors là on a 3 pages du manuscrit définitif correspondant au brouillon originel, à gauche. On voit dans ce roman un certain nombre de scènes qui sont pratiquement une autre écriture, un autre éclairage de scènes qu'on a vues dans les films. C'est-à-dire que si vous n'adaptez jamais un de vos romans pour le cinéma, on sent sans arrêt que votre imaginaire elle-même à un moment donné et que ça produit soit du film, soit du roman. Ça peut être produit de façon très différente, ce rapport que vous signalez là. C'est quelquefois simplement une allusion intertextuelle. C'est-à-dire un texte fait allusion à un autre texte. Aussi bien un texte littéraire fait allusion à un autre texte littéraire ou fait allusion à un film. Texte cinématographique, quoi. Texte étant à ce moment-là pris au sens large, texture d'image. Bon, donc ça alors c'est très volontaire, c'est une sorte de, oui enfin, d'autoréférence qui, comme si j'imaginais que l'ensemble de mes œuvres, ma vie donc, est peut-être pas une cohérence, mais néanmoins une structure d'ensemble. Alors, on s'étonne de voir reparaître tel élément dans tel autre, mais ce n'est pas étonnant du tout, puisque tout ça, ça fait partie de la même œuvre en quelque sorte. C'est la même œuvre qui se continue. Et par conséquent, les relations entre une œuvre A et une œuvre D ne vont pas être plus étonnantes que des relations entre deux parties de la même œuvre. Puisque tout ça, en somme, c'est pour moi ce qu'on peut appeler un ensemble. Votre comédie humaine. Ma comédie humaine, oui. Alors, là, une des questions qui se posent concernant cet ensemble, c'est de savoir s'il est cohérent ou pas. Et évidemment, c'est une question grave. Question qui s'est d'ailleurs posée entre Lacan et Freud, puisque pour Freud, le moi est une structure apaisée, alors qu'au contraire, pour Lacan, le moi est un fatras. C'est un fatras de représentation imaginaire, a dit Lacan. Alors, je ne sais pas, je ne prends pas du tout parti dans cette querelle, mais néanmoins, au niveau du travail, j'aime assez ce côté fatras, c'est-à-dire bric-à-brac, a dit Lacan, et pas fatras, oui, bric-à-brac. Bric-à-brac. Et j'aime effectivement cette façon un peu braque d'organiser les briques, qui fait qu'on en prend ici pour les mettre là, etc., comme si mon imaginaire était justement mobile, c'est-à-dire qu'il laissait entrer à chaque instant des variations possibles dans l'assemblage des différents éléments qui alors sont probablement assez limités, comme chez tout le monde, et peut-être encore plus volontairement limités chez moi, puisque pour des raisons alors d'économie, ratio économie, j'ai toujours rêvé de faire l'ensemble de mon œuvre avec un nombre de briques limité au départ, et toujours les mêmes, toujours réemployées, etc. Alors ça, c'est donc un aspect. Le deuxième aspect, alors, de ces références
appartient probablement à l'inconscient. C'est-à-dire, j'ai non plus du tout volontairement salué une œuvre voisine, mais tout simplement confondu à une même époque deux éléments de ma création, et quelque chose passe de l'une à l'autre. Alors c'est amusant parce que j'ai toujours protesté contre le fait que la littérature puisse être comparée au cinéma. C'est-à-dire que j'ai dit, mais non, les films, c'est des images et des sons, la littérature, c'est des textes, ça n'a aucun rapport. Il y en a un, c'est des mots, l'autre, c'est pas des mots. Et justement, il y a entre les mots et les choses la différence que l'on sait. Et en même temps, alors, je suis bien obligé de reconnaître que, effectivement, il y a des morceaux qui ont l'air de faire allusion à une même réalité extérieure. Réalité extérieure. Il y aurait donc une réalité extérieure au texte. C'est-à-dire que ce monde imaginaire que je porte en moi, je pourrais effectivement choisir de le mettre en mots ou de le mettre en image. Eh bien, mettons que c'est là une contradiction et que je ne m'en cache pas, quoi. Il y a une contradiction entre le fait que j'insiste sur l'incompatibilité de traduction de mots en images ou d'images en mots, et le fait que, à chaque instant, par moment, tout d'un coup, j'ai l'air de traduire. J'ai l'air de représenter en mots une image de film. Mais finalement, donc, chacun des romans ou des films serait aussi une sorte d'épreuve dans cette quête du sens. Vous êtes sur le chemin de Violette, quoi, finalement. C'est un peu ça. Alors, si l'Éden est peut-être en un sens mon film le plus important, bien que ce ne soit pas celui que je préfère, c'est parce que peut-être que justement, il est en train de métaphoriser tout ça. Qu'est-ce que tu cherches ici, toi? Rien. Et je l'ai trouvé. Quoi? Le tableau? Quel tableau? Non. J'ai trouvé ce que je ne savais pas que je cherchais. Violette dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle cherchait et qu'elle commence à le savoir. C'est seulement quand on arrive à la fin du film qu'on s'aperçoit qu'en somme, elle était à la recherche d'elle-même et que tout est toujours à faire.